Il était prévu, donc, à l'adresse précédente, une conférence annoncée depuis 2 ou 3 mois déjà, pour laquelle l'association Égalité et Réconciliation avait loué à cette salle privée, pour je crois 1200 € l'une des 3 salles. Cette conférence était annoncée de longue date. Il y a un contrat, donc c'était Égalité et Réconciliation, etc. Donc tout existait dans les formes, le sujet était bien établi, la France, l'islam et les banlieues. Donc il y avait a priori soit aucun problème, soit s'il y avait problème, l'interdiction aurait dû survenir bien avant. Hein, voilà. Donc là on remarque une espèce de procédure perverse qui se met en place systématiquement, notamment avec Dieudonné, pour ceux qui connaissent. C'est-à-dire que des soi-disant antifa, une bande de guignols non identifiés, soi-disant d'extrême gauche, collent 2-3 affiches en disant, je sais pas quoi, le fascisme ne passera pas, ou ce genre de phrases. La préfecture fait semblant d'avoir peur d'un soi-disant trouble à l'ordre public où il y aurait des affrontements physiques entre des ordres d'antifa et des méchants fachos. Semblant d'y croire, alors que je crois que tout le monde sait très bien que depuis déjà un certain temps, et grâce notamment au travail qu'on a fait avec Dieudonné, il y a très longtemps que les soi-disant antifa ne décident plus qui peut parler dans les banlieues, et notamment si M. Alain Soral a le droit de discuter avec les gens de Vaux-en-Velin. Je crois qu'il y a très longtemps que vous leur demandez plus leur avis, je crois, et c'est tant mieux. Mais la préfecture fait semblant d'y croire, et demande au maire de faire un arrêté d'interdiction, sous prétexte de risque de trouble à l'ordre public. Et le maire, il se trouve là devant Vaux-en-Velin communiste, qui est un ami du maire de Vénissieux, et qui est sur la mairie de M. Gérin, qui est très en pointe sur l'énorme problème des burkas en France. Je remercie d'ailleurs les filles en burqa de l'avoir enlevé pour venir m'écouter. Merci, c'est gentil. Voilà, donc on est dans un truc qui en fait est la manière démocratique, puisque la démocratie ça existe, d'empêcher un homme public français de venir parler au nom de l'égalité et de la réconciliation avec d'autres citoyens français, qui pourtant me semble très nécessaire compte tenu du climat actuel. Voilà, le système bien pervers et bien organisé fait en sorte de m'empêcher de m'exprimer publiquement, mais comme on est quand même en France, en démocratie, la police est là, mais finalement fait rien, gentiment, ils sont un peu emmerdés de ce qui se passe. C'était samedi soir, ils auraient préféré regarder le match de foot. Et finalement, on trouve une solution de rechange. On est accueilli par un ami, il y a des amis partout, beaucoup plus qu'on le croit d'ailleurs. Et finalement, ceux qui se sont fait avoir, c'est ceux qui sont venus, à qui on a dit que c'était annulé et qui sont repartis, parce que le but était celui-là, pour que demain, les antifas sur un site internet où ils sont 2 et lus par 3 avec 8 pseudos, peut faire croire qu'ils sont 12, vont dire qu'ils ont chassé les fachos des quartiers et qu'en gros, ils empêchent, ils contrôlent soi-disant le terrain et ils vous protègent, vous, évidemment, Français immigrés des visins racistes comme moi, tout en étant d'ailleurs par ailleurs anti-musulmans, ce qui commence à poser un problème schizophrénique, puisqu'ils sont antiracistes d'un côté et anti-musulmans de l'autre. Et malheureusement, il se trouve qu'aujourd'hui, cette personne qu'ils attaquent est en même temps celle qu'ils agressent. Et que finalement, ils en protègent une contre eux-mêmes. Hein, puisque donc on est dans la schizophrénie de l'extrême gauche actuelle, qui est à la fois antiraciste et anti-musulmane, mais il se trouve que compte tenu de la sociologie française, le musulman est aussi le maghrébin ou l'homme de couleur, et ça c'est la contradiction dans laquelle se trouve aujourd'hui Besancenot, qui pilote ma persécution, comme vous avez pu le remarquer en haut lieu, et qui les conduisent aujourd'hui, comme vous l'avez vu sur les vidéos qu'on a faites avec Dieudonné, où on prend des coups pour essayer de faire comprendre ce qui se passe, parce que malheureusement, il n'y a que comme ça qu'on peut le faire, hein. C'est en prenant des coups pour que les gens voient. Vous savez, je fais comme ça, il y a le sniper, comme ça vous pouvez identifier le sniper. C'est un peu ça l'idée, on prend des coups pour que vous voyez qui les donne, quoi. Voilà. Et c'est finalement une espèce de situation étrange où des antifascistes qui sont déguisés en fascistes, il suffit de les regarder, au nom de l'antifascisme, frappent aujourd'hui des jeunes filles musulmanes, côte à côte avec des authentiques Français patriotes comme moi. C'est les manifs qu'on a vécues pendant la liste antisioniste, c'est la manif qu'on a vécue à Denfert-Rochereau quand nous étions venus avec des drapeaux français défiler pour Gaza. Et il faut savoir que la police a fait en sorte, comme elle le fait à chaque fois, qu'il n'y ait pas de drapeau français dans les manifestations pour Gaza, pour qu'on voit bien à la télé qu'il n'y a que des drapeaux algériens, marocains ou du Hezbollah, et qu'après, par contre, les manifs du CRIF, elles, pour Israël, elles, à ce moment-là, il n'y a que des drapeaux français, évidemment, car vous savez bien que, effectivement, les patriotes français sont dans le camp du CRIF, et pas dans le nôtre, voilà. Donc là, on comprend bien, par le vécu, ces espèces de procédures de domination et de manipulation assez subtiles, qui sont la démocratie. La démocratie, c'est la manipulation subtile. Dans un régime non démocratique, on aurait été emballé, un peu passé à tabac, donc il ne faut pas se plaindre, c'est pas si mal, voilà. Mais
c'est vicieux, voilà, c'est vicieux. Et donc vicieux, c'est-à-dire que malheureusement, il y a des gens qui ne comprennent pas. Et donc notre boulot, votre boulot aussi, c'est de relayer, et du côté des nationaux et du côté des Français, on va dire plus récents, parce que moi j'ai cette double étiquette, j'en parlerai un peu après, de faire comprendre à ceux qui n'ont pas compris, en gros, bah, finalement, qui sont les méchants, qui cognent, qui a le pouvoir, et peut-être, sans parler d'amis, etc., qui sont les ennemis les plus dangereux, les ennemis principaux, et surtout les ennemis qui ont les moyens de vous faire du mal, parce que c'est ça le problème, parce qu'on peut très bien ne pas aimer Le Pen, il faut quand même que vous croyiez que Le Pen n'a pas le pouvoir en France, hein, et qu'il y a deux types d'individus aujourd'hui qui sont obligés de marcher à l'ombre, et qui ont des problèmes avec la police, c'est Le Pen et les musulmans, c'est intéressant. Je profite d'ailleurs de cette petite aparté pour remercier quelqu'un qui nous a aidés à essayer de débloquer la situation, sachant ce qui nous arrivait, qui m'a appelé alors qu'il était malade, qui m'a appelé tout à l'heure sur son portable pour essayer de faire, qui nous a d'ailleurs donné un avocat, parce que nous avons essayé de faire un référé heure par heure auprès du tribunal administratif pour contester l'annulation de la salle, parce que s'ils l'ont fait à midi, c'est pour nous empêcher de nous exprimer. Et cette personne que je voudrais remercier, qui n'est pas tout à fait sur notre ligne, mais qui est quelqu'un de respectable, c'est Bruno Gollnisch. Bruno Gollnisch nous a aidés à faire en sorte que cette réunion se tienne ce soir, car même s'il n'est pas tout à fait sur ma ligne, c'est quand même ce qu'on peut appeler chez nous un honnête homme, c'est-à-dire quelqu'un qui est pour le débat, et qui est un homme de foi, et qui en tant qu'homme de foi catholique respecte les autres hommes de foi, et avec les coups qu'il a pris, il a bien compris que pareil, il avait des ennemis bien plus violents, bien plus puissants, et bien plus haineux de la France qu'il aime que peut-être certaines personnes ici qui ne sont pas sur sa ligne, parce que d'ailleurs personne n'exige ici, je n'ai jamais exigé que quiconque en sortant d'une réunion que je fais aille voter pour qui que ce soit. On essaie simplement d'aider les gens à approfondir leur culture citoyenne, car la démocratie, c'est des citoyens qui votent, mais des citoyens qui votent parce qu'ils comprennent ce que c'est que la machine politique. Et qu'il est bien évident qu'aujourd'hui, le système démocratique, c'est de faire voter les gens, mais en les abrutissant au maximum pour qu'ils votent, effectivement, à la fin, pour Obama, voilà, on n'annule pas les élections, mais on fait en sorte, en abrutissant les électeurs et en réduisant le système électoral à une absurdité, à ce que de toute façon, les élections ne servent strictement à rien et que ce soit un énorme montage bouffon. Voilà. Donc, on est là ce soir pour essayer de faire monter le niveau de conscience citoyenne par un dialogue constructif. Voilà. Donc ça, c'était remarque. Donc on voit bien aujourd'hui effectivement que finalement des gens d'extrême gauche qui sont une poignée ont immédiatement obtenu de la préfecture qu'elle donne l'ordre au maire de supprimer notre réunion. Donc on voit bien qu'il y a une connexion. Petit groupuscule d'extrême gauche, préfecture de police, et le maire communiste, mais sur une ligne très très anti-Bourka, visiblement était très content d'annuler la réunion. Les électeurs de Vaux-en-Velin font ce qu'ils veulent aux prochaines élections, mais enfin, visiblement, ce monsieur-là ne fait pas partie de nos amis. Voilà. Hein. Dernière remarque, il est évident que, grâce au travail qu'on a fait aussi avec Dieudo, et grâce au travail que vous faites aussi, les histoires de troubles à l'ordre public ou des soi-disant antifa prétendraient nous empêcher de discuter entre nous. Cette période est passée, elle a existé. Ils n'oseraient pas mettre les pieds à Vaux-en-Velin, nous le savons tous, hein, car nous les chasserions ensemble. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, cette extrême gauche néocoloniale a cessé de vous traiter comme des enfants. Hein, parce que ça, c'est insupportable. Hein, c'est ce qu'on appelait l'indigénat, hein, qui a existé sous Julien Drey pendant des années. On vous donnait 2 ballons de foot, 3 ghetto blasters, et vous faisiez exactement là où on vous dit de faire, ce qu'on dit normalement aux chiens. Cette période-là, au moins, est révolue. Hein. Bon, Julien Drey vient d'échapper à la justice grâce à ses puissantes relations, mais je pense que sa crédibilité en banlieue et de toute son organisation, soi-disant, qui s'appelait SOS Racisme, et donc, dont on a compris d'ailleurs, au bout de 25 ans, que c'était pour sauver le racisme, parce que je crois que sans SOS Racisme, le racisme aurait disparu depuis déjà les années 85. Mais grâce à SOS Racisme, qui a bien éduqué les jeunes de banlieue issus de l'immigration à haïr les Français comme moi, et qui parallèlement a bien en même temps et aller voir en douce les Français comme moi pour dire « voyez que ces gens-là vous détestent », et qu'ils sont hostiles, et qu'heureusement qu'en Israël, nous sommes l'avant-garde du monde judéo-chrétien qui luttons contre le danger bougnolik, parce qu'on voit très bien comment la combine est montée. Hein. Je pense que cette période où ces gens-là pouvaient nous prendre pour des imbéciles est un peu révolue. Alors ils ont encore des moyens de police pour nous empêcher de nous réunir, qui sont des moyens médiocres, ils nous ont fait déplacer de 300 mètres, mais nous sommes là, sans sécurité, sans armes, sans violence, et j'ai fait ce genre de réunion, même quand j'étais, la courte période où j'étais au Front National, parce que j'ai été au Front National quelques mois. On sait pourquoi j'y suis allé. D'ailleurs, si des gens veulent le savoir, si quelqu'un veut que je leur rappelle pourquoi j'y étais, je leur rappellerai. C'est pas comme il y a marqué sur les affiches que j'en ai été viré parce que trop extrémiste. J'ai accepté d'être le conseiller de Le Pen sur la question des banlieues
et sur la question sociale au moment des élections de 2007. Et moi, mon analyse, c'était les musulmans ont vocation à rejoindre les patriotes français, car nous avons les mêmes valeurs, en réalité, qui sont les valeurs, ce que j'appelle de la droite des valeurs. Hein. Nous avons des tas de points communs. Nous avons des valeurs, respect de la famille. Nous sommes finalement ensemble très éloignés du monde décadent, gauchiste, de la gay pride et de la technoparade. Et c'est dommage de nous faire la guerre entre nous, alors que quelque part, nous partageons beaucoup de choses en commun. Voilà. Il y a un certain respect du patriarcat, un certain respect des valeurs classiques, etc. Ce que M. Gollnisch a parfaitement compris d'ailleurs récemment en participant à certaines réunions. Voilà. Donc j'étais allé au Front National en disant, surtout que Le Pen était déjà très pro-arabe en politique étrangère, c'était le plus pro-arabe en politique étrangère de tous les Français. Je disais, et de toute façon, être contre les voyous, c'est pas être contre les musulmans ou les gens de banlieue, car en banlieue, les trois quarts des gens sont contre les voyous aussi. Et les trois quarts des pères de famille de banlieue, leur rêve, ce n'est pas que leur fils soit un délinquant. Donc, il y avait quelque chose qui se passait pas mal. Et puis, il s'est passé autre chose qui fait que ma tendance a été marginalisée. Et sentant que l'anti-islamisme risquait de devenir une des mamelles du Front National de demain, ce qui permet, comme vous l'avez remarqué, Marine Le Pen de passer à la télévision sans que personne ne l'agresse, et que même que c'est Vincent Peillon qui se fait porter pâle, alors que dans le temps, ça aurait été le représentant du Front National qui aurait été viré. Maintenant, c'est le mec du PS qui ne vient pas. Bon, il se trouve que la tendance anti-islamique du Front a marqué des points, parce qu'avec l'anti-islamisme, on a droit aux médias et à la respectabilité, car personne n'injurie Marine Le Pen sur un plateau, alors que Gollnisch, les mecs ne le regardent même pas quand il lui parle. C'est assez étrange. Donc je suis parti du Front National en faisant une déclaration solennelle en disant pourquoi je partais, car j'étais contre la ligne anti-islam que je trouve moralement condamnable et politiquement peu stratégique, car en réalité il y a beaucoup plus de musulmans qui pourraient voter pour un parti nationaliste que de ceux qui vous invitent à la télé, mais qui ici constituent un puissant lobby, ne constituent pas un électorat, et qui en plus nous haïssent très très profondément, et qui haïssent d'ailleurs tous les patriotes du monde, et qui n'aiment aucun peuple solidaire et aucun peuple fier de sa nation et de ses frontières. Il faut savoir que ça se passe comme ça partout. Hein. Voilà. Donc moi, c'était pas ma ligne, j'en suis parti. Donc j'ai été quelqu'un qui a tenté de faire quelque chose au Front National, qui, je le crois, a été risqué, courageux et voué sans doute à l'échec. Je l'assume totalement. Je suis un type qui aime bien prendre quelques risques, quoi. Enfin, tenter des trucs un peu rock'n'roll. Voilà. Il se trouve que par ailleurs, dans ma vie, j'ai été 7 ans au Parti communiste, dont que je revendique aussi. Et j'ai quitté le Parti communiste pour les mêmes raisons que j'ai quitté le Front National, parce que j'ai constaté que ces mouvements, qui étaient des mouvements qui avaient encore une certaine indépendance, se sont soumis au système. Et en fait, nous assistons peut-être en ce moment à la soumission du Front National au système, comme j'ai assisté moi, à l'époque à la fin de Georges Marchais, à la manière dont le Parti communiste français s'est soumis au système, s'est soumis au Parti socialiste, dont Julien Drey dit des fois d'ailleurs sa langue fourche, il dit parti socialiste des fois. Il a du mal à distinguer les deux. Enfin bon, je ne m'apaisantirai pas sur ce sujet. Et donc en fait, ma position a toujours été une position de résistance au système, qui est, je crois, la pire chose. Et pour ça, il faut s'appuyer sur ce qui existe. Et il y a des gens anti-système au Front National, il y en a. Il y a des gens anti-système dans les banlieues, il y a des gens anti-système dans la police, il y a des gens anti-système, même Jean-Marie Bigard, dans le show business, il y a Dieudonné, il y en a partout. Et ce qu'il faut, c'est créer la fraternité des gens qui ont compris ce que c'était qu'un système de domination, le système de domination, comment il fonctionne, et savoir ne pas tomber dans les pièges, et ne pas aller systématiquement vers les ennemis qu'on leur désigne. Un peu comme on va sur le taureau va sur le foulard rouge, alors qu'en fait ce qu'il faut charger c'est le torero. Si on est un taureau intelligent comme ça, la corrida s'arrête beaucoup plus vite. Il n'y a pas de mise à mort. Si vous chargez directement le taureau, c'est pas vous qui finissez avec l'épée dans la tête. Alors que si vous chargez le foulard comme on vous le dit de le faire, et ben à la fin, le torero repart avec la queue et les 2 oreilles. Voilà. Et donc on est quand même dans cette logique, nous, d'essayer d'être un peu moins bêtes et de ne pas faire là où on nous dit de faire, que ce soit Besancenot qui vous le dise, que ce soit Julien Drey, que ce soit Sarkozy, que ce soit je sais pas qui, enfin ils vous le disent à peu près tous la même chose, hein. C'est assez facile. Voilà. Donc on est là pour ça. Maintenant, on est là aussi pour aborder un sujet plus risqué encore, qui est de parler de la question de l'islam en France. Voilà. C'est une question, je le dis, risquée, parce que moi j'ai un pied du côté des nationalistes français, ce qui est l'intérêt, et un pied du côté, une certaine sympathie pour les musulmans, pour des raisons qui me sont personnelles, intuitives, liées à mon vécu, etc., dont on pourra parler si on débat après un peu pourquoi. Parce qu'il y a des vidéos qui circulent avec des espèces d'extrapolations, que j'aurais des calculs. Parce que comme vous le voyez d'ailleurs, j'ai des calculs de réussite sociale très très subtils, parce que ce que je fais me rapporte, comme vous le savez, beaucoup d'argent, une grosse présence médiatique, des risques minimums. Je fais ça par intérêt
Voilà, enfin oui, parce que c'est là qu'effectivement qu'il y a à gagner. Voilà. Bon, on pourra en débattre après, parce que je pense qu'on discutera un peu. Mais on est sur ce débat qui s'appelle la question la France, l'islam et les banlieues. Hein, voilà. Et moi, comme je vous le dis, j'ai une sympathie pour les musulmans, je suis un nationaliste français, et mon association s'appelle Égalité et Réconciliation. Et ce qu'il faut bien comprendre parfois, parce qu'on a du mal, c'est qu'on se réconcilie toujours avec l'autre. Hein. On se réconcilie avec celui qui est comme vous, c'est pas très difficile. Donc il y a quand même ici dans cette salle, ce qui est intéressant, des gens qui sont plutôt issus de la mouvance nationale, des gens qui sont sensibles à la question de l'islam pour des raisons qui leur sont personnelles, des gens qui se posent des questions. Et ce qui est intéressant, ce qui est l'intérêt de l'association Égalité et Réconciliation dont je suis le président, c'est que c'est une association transcourant, c'est-à-dire qu'elle est composée de gens différents qui, je pense, s'ils se réconciliaient, constituent ce que j'appelle le peuple de France, dans ce qu'il a de plus respectable, de plus intéressant et sans doute de meilleur. Voilà. Mais c'est un travail difficile, car comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'Empire, le système, fonctionne parce qu'il divise le peuple et qu'il pousse, exactement comme dans les cités américaines, les latinos à se tirer dessus contre les noirs américains. Il pousse un système des luttes légitimes qui seraient verticales à s'horizontaliser, et notamment en banlieue, à faire que le français chômeur qui a la haine, demain s'en prenne aux musulmans chômeurs également qui a la haine. Comme ça, il n'y a plus qu'après à mettre des barbelés autour et on regarde les animaux se bouffer entre eux. On peut même faire payer l'entrée, enfin payer le spectacle, vous voyez, avec les caméras, et ça fait un spectacle de violence et de haine, horizontal, inutile, dont pâtissent les gens du peuple, et que regardent, en faisant des commentaires plus ou moins sophistiqués, les gens de la ville, la bourgeoisie, etc. C'est un peu ce qui est en train de se mettre en place de plus en plus en France. Donc moi, j'ai cette position intéressante et risquée, d'avoir un pied, un pied du côté des nationalistes, un pied du côté des gens des quartiers, parce que c'est un peu de là que je viens aussi, et donc je tente, de bonne foi, en sachant que c'est risqué, une médiation. Voilà. Et donc pour traiter cette question de l'islam et de la France, je vais vous lire un texte, peut-être que vous connaissez, qui circule un peu sur Internet, qui s'appelle « À l'ombre du minaret en flammes », que j'ai écrit pour essayer de créer, pas créer le débat, mais comme ce débat nous a été imposé, parce qu'on a créé un débat qui s'appelle l'identité nationale. L'identité nationale égale la question de la burqa. Donc on a bien compris, ça s'est réduit à ça. C'est vrai que ça fait partie du problème, et que c'est même un des trucs les plus visibles. Mais l'identité nationale, on va le voir, ça va beaucoup plus loin que ça, puisqu'à la fois les gens qui parlent d'identité nationale nient d'ailleurs qu'il y en ait une. C'est-à-dire qu'il faut défendre une identité nationale en danger, dont M. Besson nous dit qu'elle n'existe pas d'ailleurs, hein, puisque la France n'est pas une langue, n'est pas un peuple, n'est pas une histoire, mais il y a quand même une identité nationale, ce qui s'appelle de la métaphysique. C'est un peu, vous savez, comme le couteau sans lame dont il manque le manche. Vous voyez, soit il y a une identité nationale, il faut dire ce qu'elle est, et puis d'ailleurs c'est dynamique, et ce qu'elle peut devenir, et ce qu'elle était hier, et ce qu'elle peut être demain, parce que tout change, comme disaient les Grecs, ils font pareil. Soit ça n'existe pas, il n'y a pas de débat. Ce qui est étrange, c'est qu'il y a un débat qui est strictement sur la burqa pour une question d'identité nationale qui n'existe pas, mais qui en plus doit être fixé pour toujours, par des gens dont on va pouvoir dire à quel point ils sont légitimes tout à l'heure. Hein. Donc je vais vous lire ce texte, qui est un texte un peu provoquant et un peu pour lancer le débat, et après, une fois que vous me l'aurez laissé le lire entièrement, je pense que ça vous fera venir des questions, et je vous demande, comme c'est un peu sauvage, mais qu'on est très bien élevé, de lever la main et de parler les uns après les autres, dans un jeu de questions-réponses bien argumenté pour essayer de faire avancer les choses. Sachant que moi, je suis dans une médiation, je n'ai pas les réponses. Hein. Les réponses, comme dirait l'autre, si vous n'êtes pas d'accord pour jouer le jeu de la réconciliation, il n'y aura pas de réconciliation, c'est tout. Hein. Et puis moi, à un moment donné, je me sauverai, et puis c'est tout. Mais je vais tenter quand même, voilà. Donc je vais lire ce texte qui s'appelle « À l'ombre du minaret en flammes ». Voilà. Je commence. La critique du mondialisme, c'est la défense de la France. La critique de l'islam radical, c'est la défense de la France. Les Français sont exaspérés par la violence économique mondialiste. Ils sont aussi inquiets de l'arabisation de la France. Marine Le Pen, puisque je m'appuie sur Marine Le Pen pour ce texte, hein, donne donc l'impression de vouloir sauver la France, en s'attaquant beaucoup à la burqa, vous l'avez compris, elle est assez en pointe sur ce combat. Mais comme Milosevic, qui voulait sauver la Grande Serbie plutôt que la fédération yougoslave, ne risque-t-elle pas, dans les faits, de la précipiter dans la guerre civile? Et la guerre civile, n'est-ce pas ce que veut l'empire mondialiste, lui qui prospère partout, en Yougoslavie, au Liban, en Irak, sur les décombres des nations? L'empire qui est à Wall Street, et qui sait que pousser le salarié français paupérisé contre l'arabe
Quand je dis arabe, je veux dire l'arabe tel que le comprennent les Français de base. Parce que pour un Français, un arabe, c'est un maghrébin, c'est un saoudien, il ne sait pas. Donc moi, j'emploie les mots tels qu'ils fonctionnent pour le peuple. Hein, que vous pourrez après me donner toutes les leçons de sémantique sur la différence entre un maghrébin, un arabe, etc. Voilà. Quand je dis l'arabe, c'est l'arabe tel que le dit le mec du bistrot, c'est-à-dire le maire de Vénissieux de Vanvelin. L'arabe. Hein, d'accord, voilà. Moi-même, je sais ce que c'est, mais je joue au con. Hein, voilà. Voilà. Hein, voilà. Donc c'est l'arabe pour monsieur Gérin. Hein, voilà. Donc l'empire qui est à Wall Street et qui sait que pousser le salarié français paupérisé contre l'arabe lui coûtera moins cher que d'augmenter son salaire, lui redonner un emploi en cessant de désindustrialiser son pays. Qui sait que désigner l'arabe, habillé en musulman, comme responsable de ses souffrances, lui évitera, lui, de passer à la caisse et à la casserole. Et c'est forcément électoralement efficace, puisque là où il y a le plus de Français qui souffrent de la crise économique, c'est là aussi où il y a le plus de musulmans habillés en arabe. Des racailles aussi, élevés à l'idéologie libérale de la maille, des meufs et du bling-bling, comme Doc Gineco et son petit pote Sarkozy Junior, dit Mosset, parce que vous savez que le fils Sarkozy fait du rap maintenant avec Doc Gineco, hein, sous le nom de Mosset. Mais de cela, étrangement, on ne parle plus, ils ne sont pas musulmans. Pourtant, ce ne sont pas les musulmans dans les quartiers qui volent, qui insultent la police et qui taguent. Quant au retour de l'assimilation, je veux bien, mais l'assimilation à quoi? À la France de Sarkozy l'américain, qui fait du jogging avec t-shirt New York Police Department et Ray-Ban? Quelle légitimité a ce faux français pour demander aux musulmans de s'assimiler quand lui et toutes nos élites politiques et culturelles assimilent à marche forcée la France au communautarisme anglo-saxon? Comment oser exiger qu'on en finisse avec le communautarisme quand on va chaque année prendre ses ordres au dîner du CRIF? Ce CRIF, qui après nous avoir dit que le problème en France c'était l'islam, vient de se prononcer pour les minarets. Pour les minarets, le communautarisme et la guerre civile. Plus sérieusement, comment s'assimiler à la culture française en banlieue entre la barre HLM Yuri Gagarin, la médiathèque Robert Schuman, membre du premier gouvernement Pétain, pour ceux qui ne le savaient pas, et le fast-food McDonald's. À la limite, moi aussi, je suis pour que les musulmanes enlèvent leur foulard dans l'espace public, à condition que les juifs commencent par enlever leur kippa. Parce qu'en centre-ville, on ne voit pas de foulard, mais des kippas. Et elles ont réapparu bien avant les foulards. Et même si je vous accorde que ces jeunes barbus de 3 jours, ces jeunes filles à foulard pour la frime et la drague parfois, sont agaçants, plus exaspérants encore sont les manipulations des autres, cette bêtise de tous, musulmans et gaulois, fonçant tête baissée dans le piège à coups de surenchère identitaire. Mais la colère ne doit pas nous faire oublier que l'arabisation de la France, j'emploie encore ce mot tel que je vous l'ai dit tout à l'heure, est d'abord la conséquence de l'immigration, de cette immigration à marche forcée contre la volonté des peuples, de tous les peuples, français comme maghrébins, voulus par le mondialisme, au point de nous faire oublier d'ailleurs qu'islam ne veut pas nécessairement dire arabe. Alors au lieu d'aller au clash, en jouant le jeu du conflit de civilisation qui est le jeu de l'Empire, ne devrions-nous pas plutôt, nous les nationalistes, par patriotisme véritable, donner la parole aux Français musulmans, à ceux qu'on ne voit jamais dans les médias qui invitent de plus en plus complaisamment Marine Le Pen pour faire le sale boulot, car ce sale boulot, voulu par la classe politique tout entière, de la gauche Caroline Fourest à la droite Alain Finkielkraut, ce sale boulot du ratonneur, il faudra encore que ce soit la droite nationale qui le fasse. La bourgeoisie cosmopolite, elle, veut garder les mains propres. Alors plutôt que de tomber une nouvelle fois dans le piège de l'extrême droite, pourquoi ne pas donner la parole à cette nouvelle génération de Français musulmans qui sont bien plus nombreux que les femmes en burqa? Exiger que cessent enfin de parler à leur place pour si mal les défendre Mélenchon le laïcard, qui croit encore que ce sont les papiers qui font l'appartenance à la nation française. Les juifs allemands aussi, M. Mélenchon avait des papiers en 1933, et ils ont bien dit à Hitler l'Autrichien qu'ils étaient plus allemands que lui. Sur le papier, ils avaient raison, mais ça n'a pas suffi. Que se taise aussi Vincent Peillon, le shoatique, qui regarde visiblement plus vers Yad Vashem que vers Gaza. Les musulmans français, ils s'en foutent de la Shoah, M. Peillon. Ce ne sont pas eux qui ont voté les pleins pouvoirs à Pétain, c'est la chambre du Front populaire. Quant à Julien Drey, l'antiraciste, pour lui, après de 25 ans de nuisances et d'arnaques, la messe est dite. Et même le gentil Ramadan, même lui, l'universitaire suisse, qui laisse aussi parler le musulman français,
pour qu'il puisse dire enfin à son concitoyen gaulois qui souffre et qu'il côtoie, lui, sur le terrain et dans les quartiers, que l'islam n'est pas nécessairement une religion arabe, mais aussi une religion universelle, que ces valeurs sont aussi des valeurs de résistance au mondialisme qui nous détruit tous, et que s'ils sont de confession musulmane, en tant que Français, ils peuvent être aussi résolument contre l'immigration, le mondialisme et même l'arabisation du pays, qu'ils sont plus encore, contrairement à Cohn-Bendit, l'internationaliste, à Bernard-Henri Lévy, le cosmopolite, et à Besancenot, le métisseur, pour l'indépendance de la France, et même pour une francisation de l'islam, et que rien dans les 5 piliers de l'islam, rien dans sa théologie ne l'interdit, au contraire. Car si Mohammed, que je sais qu'il ne faut pas appeler Mahomet, on peut parfois le faire sans le savoir, il paraît que c'est injurieux d'appeler le prophète, de l'appeler Mahomet. Moi je ne le savais pas avant qu'on me le dise. Vous voyez, donc quand quelqu'un dit Mahomet, c'est pas forcément un manque de respect, c'est simplement que pour lui c'est le nom en français. Quand vous dites Confucius, c'est Lao Tse, bon, voilà, ça existe comme ça. Donc j'avais écrit Mahomet, quelqu'un m'a fait remarquer qu'il fallait dire Mohamed. Donc maintenant je dirais Mohamed, mais bon, j'aurais pu dire Mahomet parce que Mahomet ça sonne plus français. Bon, si Mohamed est le prophète arabe de Dieu, comme Jésus était juif, ce qui se discute d'ailleurs, mais bon, je veux bien l'admettre, moi qui suis chrétien, Allah, lui, est le Dieu de tous les hommes et ses valeurs morales sont universelles, contrairement par exemple à celles de Philippe Val. Elles le sont beaucoup moins. Il n'y a donc aucune obligation que le musulman français se présente à nous, en babouche, avec coupole et minaret. Le chinois qui se convertit au catholicisme ne se fait pas débrider les yeux. Il ne renonce pas pour autant à construire ses églises ou ses mosquées avec des toits pagodes en respectant l'architecture de son terroir. Pour ceux qui ne le sachent pas, qui visitent ou qui aillent sur Internet, ils verront aussi bien que les mosquées en Chine et les églises catholiques en Chine sont des monuments chinois. Voilà. C'est bien de s'en rendre compte. Voilà ce que les musulmans français, ayant enfin accès à la parole, et non plus les francs-maçons, doivent dire maintenant aux citoyens français de souche, qu'une mosquée n'a pas en France à être nécessairement un monument d'importation orientale. Je parle de son architecture. Que la foi authentique ne se réduit pas à ces signes temporels et contingents, et qu'ils sont donc eux aussi, ils peuvent l'être, surtout si c'est intelligent de l'être, contre les minarets inutiles et autres signes ethniques ou temporels dans l'espace public. Qu'en résumé, ils sont aussi contre le colonialisme. Car le colonialisme, il faut bien savoir que c'est universel. Il y a des gens qui peuvent se sentir colonisés de façon culturelle, vous voyez, par des signes culturels étrangers, et que cette peur leur fait passer à côté de valeurs qui, elles, sont positives et universelles. Donc moi, ce que j'essaie de faire comprendre, c'est que si on découple la contingence historique de l'arabité des valeurs universelles de l'islam, on a gagné la partie. Et que c'est cette partie-là que nos ennemis ne veulent pas qu'on gagne. Hein. Je vous garantis que je le vérifie tous les jours. Voilà. Le dire vite, clair et fort au peuple de France en colère, pour ne pas devenir demain les boucs émissaires de la crise pilotée par Wall Street, savamment relayée en France par le CRIF et Besancenot, comme vous avez pu le vérifier. Je pense qu'on avait bien vu une fois chialer Besancenot devant. Il est très, c'est comme les acteurs, il sait bien chialer au moment où il faut. Oui, chez Ardisson. Il avait chialé devant le patron du CRIF, qu'il avait soupçonné d'antisémitisme. Pauvre petit. Moi, ça me fait chialer quand on me traite d'antisémite. Oh, c'est mon gros problème. Tu peux avoir de larmes alors. Ouais. Donc, de cette crise économique pilotée par Wall Street, savamment relayée en France par le CRIF, et dont Marine Le Pen, à ne pas plus y réfléchir, risque de devenir le prophète. Parce que sur le plan pratique, qu'il y ait loi ou ordonnance anti-burqa, on sait qu'il y aura une loi bientôt, c'est urgent évidemment, hein, la crise est là, comment dévoile-t-on les femmes dans l'espace public? On en voit des petits bleus, les mêmes qui étaient là tout à l'heure et qui n'ont pas bougé d'ailleurs, élevés aux droits de l'homme, arracher des fichus de force dans des lieux de non-droit peuplés de sous-prolétaires très nerveux sur la question du respect, là où même avec un ballon de football, ces mêmes flics ne peuvent déjà plus mettre un orteil. Hein. J'aimerais bien les voir à enlever les burqas des femmes dans les cités chaudes, moi. Les pauvres petits mecs payés 7000 balles avec des uniformes dessinés par Balmain. Je pense qu'ils vous pouvez être sûr qu'ils iront pas. Hein. Ils sont pas assez bien payés pour ça. Vous voyez. Donc, la loi anti-burqa, c'est du flanc, du signe et une déclaration de guerre. Pousser les musulmans humiliés à se radicaliser. Ça n'a pas réussi avec la loi sur le foulard, au moment de la seconde intifada, petit hasard. Alors on y retourne avec la burqa, peut-être avant de bombarder l'Iran. L'Iran qui, au passage, est musulman et perse. Comme quoi on peut être musulman et pas arabe, vous voyez. Parce que pour ceux qui n'ont pas de culture, les Perses ne sont pas arabes. Hein. Et pas du tout arabes. Mais ils sont très musulmans. Hein. Il y a un certain Ahmadinejad en ce moment qui fait bien le boulot. Hein. Voilà. Ils vont finir par l'avoir, leur guerre civile généralisée, nos mondialistes, pour qui toute nation solidaire et forte est un obstacle au futur gouvernement mondial.
ils vont l'avoir comme ils l'ont eu déjà en Yougoslavie, en Irak, au Liban et en Palestine. Hein. Voilà. Milosevic aussi, au lieu de sauver la fédération yougoslave, a voulu sauver la Grande Serbie. Ça, c'est pour ceux qui veulent sauver la France éternelle. Hein. Voilà. Et les Serbes ont eu la petite Serbie, avec la partition du Kosovo. Pour ceux qui s'intéressent au Kosovo, aujourd'hui il y a un gouvernement musulman au Kosovo, mis de force par les Américains, sans même qu'on ait demandé leur avis aux Kosovars musulmans, qui demain se feront égorger par les Serbes dès que les Russes vont reprendre la main et qui seront chassés en Albanie. J'y étais, j'ai tout vérifié de A à Z, c'est comme ça que ça va finir. Hein. Voilà. Et les Kosovars musulmans, on leur a rien demandé. Rien. Hein. C'est l'Usheka, c'est-à-dire la mafia albanaise, l'armée américaine, les agents anglo-américains sionistes qui ont monté la combine pour nous faire une petite république islamiste en Europe, pour bien foutre la merde, bien monter l'anti-islamisme, et puis bien montrer que le problème, effectivement, en Europe, c'est l'islam. Le problème, c'est quand on va voir de près au Kosovo, qu'on n'est pas Dantec, qu'on n'est pas caché au Québec pour cracher dessus, on voit qu'en réalité, ce sont les Américains qui sont soi-disant en train de nous protéger du danger du terrorisme islamique, qui ont de toutes pièces monté une république islamique au Kosovo, où d'ailleurs ils ont construit avec l'argent des Saouds des mosquées blanches wahhabites, dans lesquelles ne vont pas les musulmans kosovars qui pratiquent un islam turc. Vous voyez, c'est pour ça que quand on va voir, là on voit d'un coup la combine, c'est exactement le contraire de ce qu'on croyait, quoi. Hein, voilà. Moi il se trouve que j'y suis allé voir, donc effectivement j'ai vu que ça ne s'était pas passé comme ça, quoi. Hein. Donc les Serbes ont voulu sauver la Grande Serbie, ils ont eu la Petite Serbie et la partition du Kosovo. Et souvenez-vous là aussi que Bernard-Henri Lévy, Kouchner, Glucksmann le Tchétchène, étaient tous pour les minarets et les musulmans. Il faut remarquer quand même, c'est étrange. Hein. C'est-à-dire que ces types-là sont toujours pour les musulmans, chaque fois que ça peut faire du tort aux musulmans, d'une certaine manière. Hein. Voilà. Bon, c'est pour ça que c'est compliqué. Hein. Ils sont tous pour les minarets, hein. Il n'y a pas de problème. Ils ont compris que ça énervait les Français, ils sont pour. C'est à ça que devraient penser les Français en colère avant d'emboucher les trompettes de la Reconquista. Et au lieu de regarder vers les identitaires hollandais ou danois, tous agents de l'Empire et sionistes, comme pour Dantec, le sionisme est un très bon marqueur, parce qu'on voit très bien qu'aujourd'hui on a tout à fait le droit d'être d'extrême droite si on est sioniste. Hein. Le problème c'est juste d'être anti-sioniste. Extrême droite, il n'y a aucun problème si vous êtes extrême droite sioniste. Hein. On le vérifie tous les jours et de plus en plus. Hein. Voilà. On a même un certain Éric Zemmour qui montre assez bien comment, quand on s'appelle passoral et qu'on n'est quand même pas trop ami des musulmans, on peut dire des trucs que si moi je le disais, je serais viré en 24 heures. Ceci dit, Zemmour n'est pas un imbécile du tout, mais on remarque bien quand même qu'aujourd'hui, il y a une parole qui s'est libérée sur certains sujets, mais elle ne s'est pas libérée pour tout le monde. C'est ça qui est bizarre, quoi. C'est-à-dire que Le Pen n'aurait pas le droit de dire ce que dit Finkielkraut ou Zemmour sur certains sujets. Zemmour, lui, a le droit. Pourquoi Il n'est pas sioniste, c'est pas vrai, il n'en parle jamais. Mais bon, on en parlera, Parce qu'il est plus malin que ça, moi, je crois. Voilà, c'est pas Finkielkraut. Hein. Voilà. Donc je dis, c'est à ça que devraient penser et les Français de souche qui rêvent de Reconquista, là c'est un peu pour les identitaires, et aussi les musulmans qui pensent aussi qu'ils font une guerre sainte et qui sont là pour coloniser l'Europe, parce que j'ai entendu des fois aussi des conneries assez graves de ce côté-là. Et je dis que qu'ils devraient plutôt regarder du côté du général Aoun, qui connaît lui la guerre civile, ses dégâts et ses buts et ses causes. Le général Aoun, que j'ai rencontré d'ailleurs personnellement, qui lui tend la main en véritable patriote libanais à Hassan Nasrallah du Hezbollah. Je pense que le mauvais exemple à ne pas suivre, c'est l'exemple yougoslave de Milosevic, qui est un exemple identitaire qui a amené à la destruction de la Serbie d'une certaine manière, mais que le vrai exemple de résistance intelligente à l'empire mondialiste et à ses manipulations, c'est la réconciliation dont peut-être vous-même n'avez jamais entendu parler, parce que je vous garantis qu'elle est très peu médiatisée, qui est le pacte qu'ont signé les chrétiens maronites libanais du général Aoun avec Hassan Nasrallah et qui constitue le front de salut national libanais, et c'est grâce à ça qu'ils ont vaincu pour la première fois l'armée israélienne sur le terrain. N'oubliez pas ça. Donc il y a vraiment des exemples quand on s'intéresse et qu'on va chercher les informations et la complexité du réel au-delà de la manipulation médiatique. Il y a tous les exemples d'espérer et de vérifier qu'on n'est pas très loin de la vérité.